Les origines anciennes du territoire d'Israël. Le territoire aujourd'hui appelé Israël est situé à un carrefour géographique unique entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, ce qui a favorisé depuis la plus haute antiquité l'implantation de populations diverses. Cette position stratégique dans la région du Levant a bénéficié d'une configuration naturelle variée, alliant des plaines fertiles, notamment dans la vallée du Jourdain, des collines boisées, ainsi que des côtes sur la mer Méditerranée. Ces ressources naturelles ont offert un cadre propice à l'établissement des premières communautés humaines, intriguées par la richesse de ce milieu. Les recherches archéologiques ont mis au jour plusieurs sites majeurs illustrant les premières occupations sur ce territoire. Parmi eux, Jéricho, souvent considérée comme l'une des plus anciennes villes fortifiées du monde, témoigne de l'organisation sociale développée dès la fin du Néolithique. Des vestiges datés d'environ 10 000 ans avant notre ère suggèrent une transition progressive vers l'agriculture, une étape cruciale dans l'évolution des populations locales. Ces sociétés ont su tirer parti des variations climatiques et hydrologiques, développant notamment des systèmes d'irrigation primitifs pour cultiver les terres. En s'enfonçant davantage dans l'histoire, il apparaît que la région a vu naître différentes cultures distinctes, chacune apportant ses propres innovations technologiques et ses croyances. Les Cananéens, peuple ancien vivant sur ce territoire, ont laissé des traces significatives dans les archives archéologiques et épigraphiques, ces dernières éclairant leurs pratiques religieuses et leur structuration politique. Leurs cités-États, souvent fortifiées, témoignent d'un niveau d'organisation avancé pour l'époque, tandis que leurs échanges commerciaux étendus trahissent une intégration dans un réseau plus vaste d'échanges au Proche-Orient. L'environnement naturel a également joué un rôle déterminant dans le développement des premières civilisations. Les terres fertiles alentour du Jourdain permettèrent la culture de céréales telles que le blé et l'orge, indispensables à la subsistance des habitants. Par ailleurs, la proximité de la mer fournissait des ressources marines, ainsi que des voies de communication vers d'autres régions, notamment l'Égypte et la Mésopotamie. Ces interactions ont favorisé, au fil des siècles, la diffusion des savoirs et ont contribué à l'essor des sociétés implantées sur ce territoire. Les montagnes du secteur, notamment celles de Judée, offraient un refuge naturel tout en servant de point stratégique pour le contrôle des routes commerciales. Ces reliefs ont également influencé les pratiques agricoles, poussant les habitants à développer la culture en terrasse, ce qui démontre une adaptation intelligemment pensée aux contraintes environnementales. La diversité écologique du territoire a ainsi façonné aussi bien l'économie que l'organisation sociale des premiers habitants, en les obligeant à gérer de manière durable leurs ressources. Les deux grandes zones du néolithique dans le Levant, que sont le nord et le sud, présentent des différences notables. Au nord, dans la région de Galilée, les premières communautés sédentaires se sont établies autour de sources permanentes, privilégiant une économie mixte d'agriculture et de chasse. Le sud, en revanche, plus aride, a vu l'émergence de sociétés pastorales, témoignant d'un mode de vie en partie nomade. Ces adaptations diverses montrent la capacité des populations à vivre en harmonie avec leur environnement parfois exigeant. Les fouilles récentes effectuées dans la vallée du Jourdain ont mis en lumière des empreintes d'occupation humaine remontant à la période paléolithique. Des outils taillés en pierre, des restes d'animaux chassés, ainsi que des premières constructions rudimentaires traduisent l'évolution progressive des modes de vie, du nomadisme vers la sédentarisation. Les avancées techniques en matière d'outillage ont sans doute permis d'optimiser la chasse et la collecte, des activités vitales pour ces sociétés en formation. Les fouilles sur le site de Megiddo apportent également des informations précieuses sur cette phase ancienne. La stratigraphie complexe révèle une succession continue d'habitations, témoignant de l'importance de ce lieu en tant que point central dans les échanges commerciaux et culturels du Proche-Orient ancien. Le site illustre la manière dont les différentes cultures successives ont infléchi l'évolution locale, jusqu'à devenir une plaque tournante régionale.
Ce phénomène souligne une dynamique constante d'implantation et de renouvellement des groupes humains. L'étude des sources écrites issues des civilisations environnantes, telles que les archives sumériennes et égyptiennes, complète l'image d'une région intégrée dans un réseau diplomatique et économique étendu dès l'âge du bronze. Ces documents mentionnent des cités et des tribus que l'on retrouve dans la région, offrant ainsi une corroboration historique aux découvertes archéologiques. Le recoupement entre ces sources assure une meilleure compréhension des liens complexes qui unissent le territoire à ses voisins. Le sol lui-même conserve les traces des modes d'agriculture anciens, notamment à travers les vestiges des premières terrasses et systèmes d'irrigation. Ces marques témoignent d'une gestion savante des ressources hydriques indispensables pour faire face à une climatologie variable. L'ingéniosité technique de ces sociétés primitives, dans la maîtrise de l'eau, illustre une des grandes adaptations humaines du Proche-Orient. Elle préfigure les développements ultérieurs qui feront de cette région un centre fertile et prospère. Ces premières civilisations ont également donné naissance à des croyances et des pratiques religieuses diverses, qui ont profondément influencé la culture locale et celle de régions voisines. L'archéologie religieuse, à travers la découverte de sanctuaires, d'autels et d'objets rituels, témoigne du rôle central des cultes dans la vie quotidienne. Ces expressions spirituelles, qui intégrèrent certains mythes fondateurs, fournissent un éclairage complémentaire sur l'identité collective des habitants du territoire ancien. Parmi les éléments mythologiques les plus persistants figure la figure d'Abraham, considéré dans plusieurs traditions comme l'ancêtre des peuples de la région. Bien que sa correspondance historique soit sujette à débat, sa place dans le récit culturel est indéniable. Ces récits, mêlant histoire et légende, ont traversé les âges pour former un socle partagé qui continue d'influencer la mémoire collective. L'étude de ces textes anciens révèle la manière dont les humains cherchent à comprendre leurs origines et leur place dans le monde. Les noms des localités antiques mentionnés dans les textes sumériens et égyptiens sont souvent retrouvés dans les langues sémitiques qui se sont développées localement, soulignant une continuité linguistique. Ce phénomène montre un enracinement profond des peuples dans leur territoire, même à travers des périodes de bouleversements politiques et culturels. La langue devient ainsi un vecteur crucial pour transmettre les savoirs et les traditions, contribuant à la cohésion sociale. Les populations aux origines sémitiques, qui ont habité tout au long du 3e et 2e millénaire avant notre ère, ont modelé le paysage humain et culturel du territoire. Elles ont introduit des innovations dans la métallurgie, les techniques agricoles, ainsi que dans la structuration politique, posant les bases d'une civilisation durable. Ces innovations ont permis une adaptation efficace à un environnement parfois hostile, favorisant un développement progressif malgré les contraintes. Les réseaux commerciaux développés durant l'âge du bronze impliquaient des relations nombreuses avec les civilisations de la Méditerranée orientale, telles que les Minoans et les Phéniciens. Ces échanges apportaient des échanges de marchandises, mais également de connaissances dans différents domaines comme l'art, la religion ou la diplomatie. La complexité de ces interactions illustre un monde ancien déjà globalisé à sa manière, situé au croisement des voies commerciales terrestres et maritimes. L'archéologie sous-marine récente près des côtes méditerranéennes a révélé des épaves datant de plusieurs millénaires, contenant des cargaisons précieuses. Ces découvertes confirment l'importance des échanges maritimes, qui ont contribué à la richesse et la diversité culturelle de la région. Elles mettent en lumière la maîtrise des techniques de navigation et l'ambition des anciens peuples à étendre leur influence bien au-delà de leurs frontières. Ces vestiges témoignent aussi d'une interaction constante entre hommes et environnement, avec une exploitation raisonnée des ressources terrestres et marines. Cette harmonie relative a été mise à l'épreuve au fil du temps par des changements climatiques et des affrontements entre groupes concurrents. Cependant, la résilience observée dans le maintien des implantations atteste d'une capacité remarquable d'adaptation au fil des siècles. En étudiant plus finement les évolutions dans les pratiques funéraires, il est possible
de déceler des changements dans la perception du monde et de la vie après la mort. La découverte de tombes avec offrandes, d'objets personnels, ainsi que de structures tombales complexes, révèle une dimension spirituelle forte et évolutive. Ces phénomènes renseignent sur les croyances des premiers habitants et la diffusion des rituels dans la région. Derrière ces couches successives de culture, le territoire ancien d'Israël conserve une mémoire profonde qui prépare, avec la diversité et la complexité acquises, la formation de sociétés plus structurées dans le futur. Cette longue histoire pose ainsi les fondements d'un paysage humain et culturel qui ne cessera de se transformer, mêlant traditions anciennes et innovations récentes. Il est important de comprendre que cette période initiale ne se limite pas à une phase préliminaire, mais constitue un socle indispensable à la compréhension des développements ultérieurs. L'exploration archéologique continue de dévoiler des pans méconnus de cette époque, enrichissant constamment notre connaissance de ces peuples et de leurs environnements. Cette continuité historique ouvre la voie à une compréhension plus globale de l'évolution du Levant et de ses connexions avec le monde ancien. À la lumière des éléments exposés, il devient évident que l'histoire ancienne de ce territoire s'inscrit dans un cadre géographique et humain exceptionnel, témoignant d'une longue interaction entre les hommes, leur culture et la nature. Ce tissage complexe entre l'environnement, les sociétés et leurs croyances jette les bases d'un récit qui se déploiera au cours des millénaires suivants, atteignant des formes politiques et culturelles grandioses. Ainsi, cette inflation progressive de la civilisation sur ce territoire, sous l'effet conjugué de facteurs naturels et humains, prépare la scène à la période suivante de son histoire, marquée par l'émergence d'entités politiques plus étendues et de sociétés urbaines complexes. Cette transition souligne la permanence d'un espace stratégique essentiel au carrefour de civilisations multiples. La compréhension de cette genèse ancienne enrichit non seulement la connaissance historique, mais éclaire aussi certaines tensions et aspirations actuelles liées à cette région du monde. L'héritage de ces premières civilisations continue d'influencer la dynamique culturelle et politique contemporaine, conservant ainsi une présence vivante dans le présent. À mesure que l'histoire avance, cette continuité s'interrompt parfois par des ruptures violentes, mais elle montre surtout une remarquable capacité à s'adapter et à intégrer de nouvelles influences. La richesse des cultures qui se sont succédées révèle la profondeur d'un territoire façonné par des milliers d'années d'activités humaines variées. Il convient donc d'embrasser cette longue durée avec attention, en évitant les simplifications excessives, afin de percevoir l'ensemble des facteurs qui ont contribué à faire de ce lieu un espace majeur d'histoire et de civilisation. Cet équilibre entre permanence et changement constitue la clé pour comprendre la trajectoire unique de la région. La suite de ce récit permettra d'aborder l'émergence des royaumes anciens, l'apparition des structures étatiques et le développement des grandes religions monothéistes qui ont marqué durablement l'histoire de cette partie du monde. Le passage vers ces époques ultérieures s'inscrit dans la continuité d'un processus historique dont les fondations sont désormais éclairées. La formation des premiers royaumes, les premières entités politiques qui allaient façonner l'histoire ancienne de la région correspondant aujourd'hui à Israël, sont les royaumes de Juda et d'Israël. Leur émergence résulte d'un long processus d'évolution sociale et politique, profondément ancré dans des contextes historiques et culturels complexes. Ces royaumes ne surgissent pas d'un jour à l'autre, mais se développent graduellement à partir des structures tribales et claniques qui dominaient la terre d'Israël durant la période dite du Juge, phase intermédiaire entre la conquête initiée et l'instauration d'un pouvoir royal centralisé. Les données historiques s'appuient notamment sur des sources archéologiques, des inscriptions anciennes et des récits bibliques. Ces derniers, bien qu'ils comportent une dimension religieuse et idéologique, apportent des informations précieuses sur la vie sociale, les coutumes et l'organisation politique de la population. Le contexte géographique
influence également la matérialité du pouvoir. La division naturelle entre la région montagneuse de Juda au sud et les terres fertiles du nord favorise le développement de deux centres politiques distincts. La consolidation des royaumes s'inscrit dans un cadre marqué par une complexité croissante des institutions. Là où les tribus vivaient auparavant de manière relativement autonome, on observe l'apparition progressive d'une administration centralisée. Celle-ci repose sur des rois, perçus tantôt comme des chefs militaires, tantôt comme des figures rituelles assurant la cohésion religieuse et sociale. La monarchie représente ainsi un pivot pour unifier différentes populations sous une même autorité. Le royaume d'Israël, situé au nord, comprenait un territoire plus vaste et une population plus nombreuse. Son centre principal fut Samarie, ville qui devint un symbole de pouvoir et de prospérité. Juda, au sud, avait pour capitale Jérusalem, un centre à la fois politique et religieux qui jouera un rôle prépondérant tout au long des siècles. Ces entités avaient des structures politiques semblables, mais des dynamiques propres, influencées par leurs voisins et les pressions extérieures. Le contexte international joue un rôle essentiel dans l'évolution des royaumes. Les périodes de prospérité et de conflit sont liées aux interactions avec des puissances comme l'Égypte, la Syrie ou Babylone. La menace constante des invasions et la nécessité de sécuriser les frontières favorisent un renforcement militaire et une centralisation accrue du pouvoir. Cette réalité contribue également à la formation d'identités collectives plus affirmées, ancrées dans des récits fondateurs et des traditions partagées. Les institutions judiciaires et religieuses constituent également un aspect primordial. Les prêtres et les prophètes jouent un rôle crucial dans la société, étant chargés de transmettre les lois divines et d'assurer la légitimité des dirigeants. Ce système où pouvoir religieux et pouvoir politique s'entrelacent participe à la stabilité et à la cohésion du royaume, bien qu'il puisse aussi engendrer des tensions internes. Le récit biblique consacre beaucoup d'attention à des figures telles que le roi David et son fils Salomon, symbole d'unification et d'apogée historique. David est souvent présenté comme le fondateur d'un royaume fortifié et centralisé, Jérusalem devenant une capitale à la fois politique et spirituelle. La légende veut que Salomon ait construit le premier temple, édifice sacré qui consolide la relation entre la communauté et son Dieu. Cependant, cette histoire n'est pas seulement celle des rois et des palais. Elle est aussi celle des populations rurales, des artisans et des commerçants qui peuplent ces terres. La vie quotidienne de ces individus, marquée par l'agriculture, l'élevage et les échanges commerciaux, participe à l'essor économique et culturel des royaumes. La diversité des peuples et des influences culturelles nourrit une civilisation à la fois dynamique et ouverte. Les vestiges archéologiques confirment cette complexité. Des sites comme Megiddo ou Hazor dévoilent des systèmes de fortification, des palais et des infrastructures sophistiquées. Ces découvertes illustrent la capacité des royaumes à gérer des ressources importantes et à organiser des travaux collectifs sur le long terme, témoignant d'une société bien structurée. L'organisation sociale se caractérise également par une hiérarchie claire, avec des classes dominantes composées de la royauté, des nobles, des prêtres et une majorité de paysans et d'artisans. Ces catégories sont interconnectées, dépendantes les unes des autres pour maintenir l'équilibre politique et économique. Les alliances matrimoniales et les pactes tribaux contribuent à renforcer la cohésion interne. La religion joue un rôle structurant dans la vie publique et privée. La croyance en un Dieu unique, Yahvé, marque une évolutivité religieuse significative à partir de pratiques plus diverses. Le monothéisme commence à s'affirmer durant cette période, influençant profondément les codes moraux et les normes sociales, consolidant ainsi une identité collective particulière. En même temps, la région reste un carrefour d'échanges et de conflits. La circulation des idées, des marchandises et des peuples contribue à une fertilisation croisée
entre tradition locale et influence étrangère. Ce mouvement perpétuel façonne les arts, les langues et les modes de vie, rendant les royaumes d'Israël et de Juda particulièrement dynamiques. Malgré ces accomplissements, ces royaumes ont connu des phases de crise et de fragmentation, des divisions internes, des rivalités politiques et des pressions extérieures ont parfois fragilisé leur cohésion. Le récit historique montre une alternance entre périodes d'unité et de division, reflet d'un équilibre instable mais vivant. Cette histoire des débuts politiques et sociaux de la région se poursuit dans un cadre plus vaste, s'inscrivant dans l'histoire générale du Proche-Orient antique. Les relations diplomatiques, les guerres et les échanges culturels témoignent d'une région en constante mutation, dont la mémoire se conserve à travers des textes, des objets et des traditions encore aujourd'hui. Il est important de souligner que si l'histoire biblique donne une perspective cohérente, elle s'intègre aussi dans un monde où les faits historiques et les mythes s'entrelacent. Cette conjonction participe à renforcer l'impact symbolique de ces récits sur les générations suivantes, contribuant à une conscience collective profondément ancrée. Ce processus complexe d'émergence des royaumes antiques est une étape essentielle à comprendre pour saisir l'évolution de la civilisation israélite et son influence durable. Le passage d'une organisation tribale à un État monarchique évoque les transformations majeures qu'a connues toute la région dans ses institutions et son identité. Ainsi, la construction progressive des royaumes de Juda et d'Israël apparaît comme un jalon fondamental dans l'histoire ancienne, préparant les modalités de vie politique, sociale et religieuse qui perdureront. Le poids de ces royaumes dans l'imaginaire collectif reste intact, reflet d'un héritage multiple et d'une volonté d'unité. Ce tableau historique se veut à la fois factuel et accessible, décrivant sans emphase les dynamiques complexes qui ont conduit à la formation des premières entités politiques. Il prépare le terrain à une compréhension plus approfondie des évolutions ultérieures, notamment celles liées à la souveraineté et aux modifications territoriales. Le récit de cette période ouvre la voie à une exploration détaillée des institutions, des pratiques et des transformations qui ont caractérisé cette civilisation naissante. Aborder le prochain chapitre permettra d'approfondir la période où ces royaumes sont confrontés à des défis externes majeurs et voient leur territoire redéfini. Il s'agira alors d'examiner comment ces structures ont évolué face aux invasions, aux dispersions et aux changements culturels, poursuivant ce chemin d'histoire qui conduit jusqu'à l'époque contemporaine. Le passé ancien prépare ainsi le contexte de transformation significative à venir. Le rôle des traditions culturelles et religieuses. Les territoires correspondant à l'actuel Israël ont été le berceau de traditions culturelles et religieuses majeures qui ont profondément modelé la région et au-delà, influençant nombre de civilizations. Ces traditions, bien qu'ayant évolué au fil des millénaires, possèdent une continuité remarquable illustrée par des textes fondateurs et des pratiques rituelles persistantes. L'étude de ces éléments offre une compréhension essentielle de la place centrale qu'occupe ce territoire dans l'histoire spirituelle et culturelle du Proche-Orient. Parmi les sources les plus anciennes, les écrits religieux hébreux occupent une position essentielle. Composés sur une période couvrant plusieurs siècles, ils forment une collection cohérente, transmise par des générations successives. Ces textes, souvent regroupés sous l'appellation de Tanakh ou Ancien Testament, racontent des récits d'origine, des lois, des propos prophétaux et des hymnes. Ils structurent une vision du monde fondée sur une relation entre un Dieu unique et son peuple élu, introductrice d'une manière nouvelle de concevoir la divinité et l'existence humaine. La conservation de ces traditions écrites s'accompagne de diverses pratiques rituelles. Par exemple, l'observation du sabbat, jour de repos hebdomadaire, rythme la vie des communautés. Ce moment consacré au recueillement revêt une dimension sociale et religieuse, consolidant un sentiment d'identité collective. En outre, les fêtes annuelles comme la Pâque commémorent des événements historiques majeurs.
participant à la continuité de la mémoire collective et cosmologique de ces sociétés. Il serait impossible d'ignorer la place qu'occupent aussi les traditions orales, souvent complémentaires des documents écrits. Ces récits, porteurs de valeurs et de connaissances, contribuent à la transmission d'un savoir vivant qui façonne les comportements et les croyances. Les interprétations rabbiniques notamment, issues de discussions sur les textes sacrés, amplifient cette dynamique, illustrant un dialogue permanent entre la lettre et l'esprit des enseignements. Au-delà des héritages juifs, cette région a accueilli aussi d'autres grandes traditions religieuses qui ont marqué son histoire. Le christianisme est né dans ce contexte, s'appuyant largement sur les mêmes textes anciens, mais introduisant de nouvelles perspectives théologiques. Ses premiers adeptes se sont développés dans une longue confrontation avec l'Empire romain, avant de propager leurs idées sur le pourtour méditerranéen, changeant ainsi la configuration religieuse de la région. Plus tard, l'apparition de l'islam au 7e siècle a également profondément modifié l'équilibre religieux, politique et culturel. Né en Arabie voisine, l'islam s'est rapidement installé, infléchissant les pratiques et traditions tout en intégrant certains éléments antérieurs. Son influence sur les rites, l'architecture, les sciences et le droit s'est étendue sur une ère vaste et variée, témoignant d'une interconnexion complexe entre héritage ancien et innovation. Les pratiques cultuelles qui entourent ces religions couvrent un éventail de cérémonies et d'observances dédiées, incluant prières, pèlerinages, jeûnes et rites de passage. Ces éléments rituels représentent non seulement des actes de foi, mais aussi des mécanismes permettant d'organiser la vie sociale et d'assurer la survie culturelle. La diversité de ces pratiques illustre la complexité et la richesse du tissu religieux qui s'est déployé dans cette région. L'étude des sites archéologiques éclaire également ces traditions culturelles et religieuses. Des vestiges de lieux de culte, tels les anciens temples, synagogues, églises et mosquées, témoignent de l'importance accordée au sacré. Ces espaces sont souvent des centres de rassemblement communautaire et le noyau d'une identité très forte. Leur architecture et leur décoration reflètent des influences multiples mêlant symboles et fonctions. Ces traditions ont également laissé une empreinte sur la langue, la littérature et l'art. La langue hébraïque, par exemple, a été revivifiée au XXe siècle, mais elle a toujours conservé un statut sacré dans les écritures et la liturgie. La transmission des textes en langue originale a participé à maintenir un lien avec le passé, promouvant une conscience historique et une identité culturelle distincte. Par ailleurs, il est important de signaler que ces traditions ne sont pas figées. Elles ont évolué. Confrontées aux événements politiques, aux migrations, aux échanges culturels et aux adaptations nécessaires dans le temps. La coexistence parfois conflictuelle de différentes communautés sur ce territoire a donné lieu à des dynamiques d'inclusion et d'exclusion, portant des traces visibles dans les interactions sociales et religieuses contemporaines. Enfin, la mémoire collective attachée à ces traditions continue de jouer un rôle majeur dans la construction identitaire actuelle. La perception du passé retrouve ainsi une place dans la vie quotidienne, dans les institutions et dans les discours politiques. L'héritage religieux s'exprime non seulement dans le cadre privé, mais aussi dans l'espace public, parfois comme source d'unité, parfois comme facteur de tension. La richesse de ces traditions culturelles et religieuses constitue un pilier fondamental pour appréhender l'histoire puis l'identité contemporaine de cette région. En examinant leur origine, leurs textes, leurs pratiques et leur évolution, il est possible de mieux comprendre la complexité et la profondeur de ces héritages. Cette analyse conduit naturellement à explorer plus en détail les transformations sociales et politiques qui ont accompagné ces développements historiques. Ainsi, l'étude de l'influence des traditions sur la culture locale ouvre la voie à un examen plus large des interactions entre religion, pouvoir et société. Le temps a montré comment ces éléments, intimement liés, ont bâti un contexte unique,
propice à l'émergence d'un territoire qui unit passé et présent. Cette réflexion invite à considérer la continuité des influences dans le cadre régional et mondial. Les empires étrangers et leurs influences à travers les siècles, la terre que l'on appelle aujourd'hui Israël a connu de nombreuses conquêtes, chacune laissant une empreinte durable sur son paysage culturel et social. Loin d'être une simple zone géographique, ce territoire a souvent servi de point de rencontre et de passage pour divers empires étrangers. Ces puissances ont façonné, plus ou moins profondément, la vie quotidienne, les coutumes et même les structures politiques des peuples qui y vivaient, influençant ainsi le développement historique et culturel dans une succession remarquable. Les Égyptiens furent parmi les premiers grands empires à exercer une influence notable sur cette région. Dès la période de l'Ancien Empire, il existe des traces d'échanges commerciaux et diplomatiques. Mais c'est surtout, durant le Nouvel Empire, aux environs du XVe siècle avant notre ère, que leur domination se fait plus visible. Les pharaons envoyaient des expéditions pour contrôler les routes commerciales et leurs bases militaires étaient présentes dans certaines villes, contribuant à la diffusion de certains aspects religieux et artistiques égyptiens. Simultanément, d'autres groupes locaux, tels que les Cananéens, développaient leurs propres traditions, tout en étant en contact constant avec ces puissances étrangères. Cet échange culturel créa un riche mélange où les influences égyptiennes étaient amalgamées avec des pratiques locales variées. Ces interactions fréquentes posèrent les bases d'une complexité sociale qui s'enrichit progressivement, même sous la pression des occupations étrangères. Plus tard, vers le IXe siècle avant notre ère, l'Assyrie surgit comme une force dominante. La capitale assyrienne, vaste et impressionnante, témoigne de la puissance de cet empire qui étendait sa mainmise sur une grande partie du Proche-Orient. Sous leur domination, les royaumes locaux furent contraints de verser tribut, mais aussi de participer, parfois malgré eux, à un réseau commercial et administratif avancé, favorisant ainsi une certaine uniformisation des pratiques administratives. Les Assyriens se distinguèrent également par leur politique d'exil, qui consistait à déplacer des populations entières pour renforcer l'intégration ou déstabiliser des régions rebelles. Ces mouvements de population eurent des conséquences durables sur la composition démographique et culturelle, ainsi que sur la diffusion de langues et de croyances diverses au sein de la région. Cette période fut donc marquée par un mélange d'oppression et de syncrétisme culturel. Lorsque l'Empire babylonien prit le relais après les Assyriens, notamment au VIe siècle avant notre ère, la région connut un nouveau chapitre de sa complexité historique. La célèbre déportation à Babylone, aussi appelée captivité, bouleversa profondément la société locale. Pourtant, loin d'éteindre leur culture, cette expérience provoqua une réflexion intense sur l'identité, la religion et les traditions du peuple exilé, qui s'enrichit d'éléments nouveaux tout en renforçant les anciens fondements. Les Babyloniens, tout en étant des conquérants, furent aussi des administrateurs attentifs. Ils apportèrent des avancées dans le domaine du droit, de l'urbanisme et des sciences. La ville de Babylone devint un centre intellectuel et culturel majeur, attirant des penseurs, des scribes et des artisans. Cette période inspira probablement de nombreux développements qui se répercutèrent, plus tard, dans les sphères religieuses et philosophiques du territoire occupé. Avec l'arrivée de l'Empire perse, au 5e siècle avant notre ère, la région eut l'occasion de bénéficier d'un modèle impérial, souvent qualifié de plus tolérant. Les Perses adoptèrent une politique de respect relatif envers les peuples conquis, leur permettant de maintenir leurs coutumes et leurs cultes. Ce système pragmatique favorisa une stabilité durable, tout en assurant la cohésion et la préservation des caractéristiques culturelles des diverses populations. L'Empire perse introduisit également une administration efficace, divisant le territoire en satrapies, ce qui facilita une gestion plus souple et adaptée aux réalités locales. La circulation des idées,
des biens et des personnes s'en trouva facilité, contribuant à un enrichissement mutuel des différentes civilisations présentes dans la région. Ce contexte favorisa la revitalisation des pratiques cultuelles ainsi que l'émergence de nouvelles formes d'expression artistique. Il est essentiel de noter que ces périodes d'occupation ne furent jamais une simple soumission passive. Les populations locales conservèrent, malgré les contraintes, une remarquable capacité d'adaptation et d'intégration, réinterprétant et modifiant parfois les apports extérieurs selon leurs propres traditions et besoins. Ainsi, loin d'être de simples sujets, elles participèrent activement à la création d'une identité collective, complexe et évolutive. Les contacts avec les grands empires étrangers laissèrent donc une mosaïque d'influences qui allait bien au-delà des seuls domaines politiques ou militaires. Ils touchèrent aussi à la langue, à la religion, à l'architecture, mais aussi aux pratiques agricoles et commerciales, modifiant petit à petit le tissu social et économique. Cette dynamique complexe dessine un paysage culturel riche, estampillé à jamais par ses multiples interactions. L'étude des vestiges archéologiques et des textes anciens confirme la nature hybride de cette histoire. Elle révèle tantôt des moments de résistance et de repli, tantôt des phases d'ouverture et de syncrétisme. Cette alternance nourrit une compréhension nuancée du rôle joué par ces puissances étrangères, qui ne sont ni entièrement destructrices, ni purement constructrices, mais souvent ambivalentes dans leur influence. Il convient également de rappeler que certaines traditions intellectuelles et religieuses locales se développèrent précisément en réponse ou en dialogue avec ces présences extra-régionales. Les récits, codifiés au fil du temps, intègrent fréquemment ces rencontres, parfois dans des formes mythologiques, parfois dans des enseignements plus explicites. Cette dimension ajoute une richesse supplémentaire à la mémoire collective. Enfin, cette période prépare le terrain pour les transformations majeures qui suivront avec l'émergence de nouvelles dynamiques politiques et sociales. L'héritage de ces empires lointains reste perceptible, même si la région connaît des changements incessants. Dessine un cadre dans lequel les sociétés locales évolueront en quête de leur propre définition. Le récit sur les influences de ces empires étrangères permet de mieux saisir la complexité historique d'une terre où convergèrent de multiples mondes. Cette compréhension ouvre la voie aux développements ultérieurs qui seront abordés dans la suite de cette histoire, où l'autonomie et l'affirmation locale prennent une nouvelle place face à ces vastes horizons. La période hellénistique et romaine. L'histoire d'Israël, durant la période hellénistique et romaine, s'inscrit dans un contexte de transformation profonde, marqué par une intégration progressive du territoire dans les sphères culturelles et politiques de la Méditerranée antique. Cette époque s'étend sur plusieurs siècles, depuis la conquête d'Alexandre le Grand jusqu'à la domination romaine, période durant laquelle les échanges économiques et culturels ont profondément modifié la région. Après la conquête d'Alexandre le Grand, les territoires autrefois sous influence perse, dont Israël faisait partie, furent intégrés dans un vaste empire hellénistique. Cette incorporation entraîna une diffusion notable de la culture grecque, laquelle se manifesta dans l'art, la langue et les institutions locales. Il en résulta une coexistence complexe entre traditions locales et nouveautés venues de la Grèce antique. Le phénomène hellénistique prit plusieurs formes, parmi lesquelles l'introduction des cités grecques bâties selon un plan ordonné se distingua particulièrement. Ces villes, souvent dotées de théâtres, gymnases et temples, jouèrent un rôle central dans la vie sociale et administrative. Elles devinrent aussi des lieux de rencontre entre différents peuples et cultures, favorisant ainsi un dialogue interculturel. Sur le plan économique, l'intégration d'Israël aux réseaux commerciaux méditerranéens permit le développement des échanges. Les marchands locaux bénéficiaient de nouvelles routes commerciales établies sous l'égide des royaumes hellénistiques, notamment celles reliant la mer Égée à l'Asie. Cette situation contribua à la prospérité de certaines villes
et à l'émergence de nouvelles classes sociales, dont celle des commerçants influents. L'arrivée des Romains au 1er siècle avant notre ère marqua un tournant majeur. La région fut progressivement annexée à l'Empire romain, devenant une province avec des structures administratives et militaires propres. Rome imposa son organisation tout en respectant souvent les traditions locales, ce qui contribua à une certaine stabilité politique, mais aussi à la montée de tensions sociales et religieuses. Les infrastructures urbaines furent enrichies durant cette période romaine. De nombreux édifices publics, routes pavées et aqueducs furent construits, améliorant la qualité de vie et facilitant la circulation des personnes et des marchandises. Ces transformations urbaines influencèrent aussi le paysage architectural, mêlant style romain et vestiges hellénistiques. Sur le plan culturel, cette époque fut caractérisée par une pluralité d'influences. Le dialogue entre judaïsme, hellénisme et culture romaine créa un environnement unique où des idées philosophiques, religieuses et artistiques se confrontèrent et se mêlèrent. Cette richesse intellectuelle et spirituelle donnera naissance à des courants importants qui marqueront la suite de l'histoire. Les textes antiques témoignent aussi des tensions qui existèrent dans cette période, notamment en ce qui concerne le rapport entre la tradition juive et l'influence grecque. Certains groupes religieux reprochaient l'acculturation, alors que d'autres cherchaient à incorporer certains aspects de la culture hellénistique dans leur propre cadre spirituel. Ces débats façonnèrent les dynamiques sociales et religieuses. Parmi les événements marquants, la révolte des Maccabées représente une réponse significative à l'imposition de la culture étrangère, symbolisant une volonté de préservation identitaire. Elle conduisit à l'établissement d'une indépendance relative sous la dynastie hasmonéenne, soulignant la complexité des relations entre conquérants et populations locales. La conversion progressive du territoire en une mosaïque culturelle sous influence grecque et romaine permit aussi des échanges dans le domaine des savoirs. L'échange de connaissances en médecine, philosophie et sciences naturelles fit de cette région un lieu de circulation intellectuelle fructueuse. Cette effervescence participa à la dynamique culturelle du bassin méditerranéen. De nombreux vestiges archéologiques permettent aujourd'hui de visualiser cette période. Ils illustrent la cohabitation des styles architecturaux et témoignent de l'importance des centres urbains. Ces sites sont des clés pour comprendre la manière dont la société s'adapta à des changements politiques profonds, tout en conservant des spécificités ancestrales. Ainsi, la période hellénistique et romaine fut un temps d'intense métissage culturel, économique et politique. Il importe de considérer ces siècles comme une phase de transition qui posa les bases du développement futur de la région et de ses identités multiples. L'histoire de ce territoire au carrefour des civilisations demeure un sujet essentiel pour mieux saisir l'évolution du monde méditerranéen. Ce récit mène naturellement à la période suivant la domination romaine, où de nouvelles dynamiques religieuses et politiques prennent forme, redéfinissant à nouveau le paysage historique et culturel de la région. La naissance du judaïsme et son développement historique. La naissance du judaïsme s'enracine dans une période ancienne, marquée par l'établissement des premiers groupes sémitiques dans la région que l'on nomme aujourd'hui le Proche-Orient. Cette région, riche en échanges culturels et commerciaux, voit apparaître des communautés dont la cohésion repose sur des croyances partagées et des pratiques religieuses spécifiques. Le judaïsme, tel qu'il se dessine alors, s'inscrit dans cette dynamique, prenant forme à travers des récits fondateurs et des lois qui structurent la vie collective. Ces récits se transmettent oralement avant d'être consignés par écrit, constituant ainsi une tradition qui se développera au fil des siècles. L'évolution doctrinale du judaïsme est marquée par l'élaboration progressive d'un corpus de textes sacrés, comprenant notamment la Torah. Cette dernière regroupe des codes légaux, des récits historiques et des prescriptions rituelles qui forment le socle de la foi juive. L'interprétation de ces textes engage une réflexion continue,
développés par des autorités religieuses qui adaptent les enseignements au contexte changeant. Parallèlement, les pratiques cultuelles et les observances rituelles se diffusent parmi les fidèles, contribuant à forger une identité collective forte et distincte des autres peuples de la région. Le judaïsme contribue à structurer non seulement la sphère religieuse, mais aussi l'organisation sociale des communautés. La mise en place de règles sociales et de normes éthiques favorise la cohésion interne et la survie des groupes face aux aléas de l'histoire. Le maintien de pratiques alimentaires spécifiques, de rites de passage et de fêtes religieuses rythme l'année communautaire et renforce le sentiment d'appartenance. Cette dimension sociale accompagne l'évolution doctrinale et légale, démontrant l'étroite relation entre croyance et vie quotidienne. À travers les siècles, le judaïsme est confronté à une succession d'événements marquants qui modèlent sa trajectoire. Les différentes puissances dominantes de la région exercent leur influence, provoquant déplacements, exil et adaptés. Ces périodes difficiles renforcent le sentiment d'une identité religieuse et culturelle persistante qui se transmet de génération en génération. La diaspora juive constitue alors un élément majeur, assurant la continuité de la tradition malgré les dispersions géographiques. Ces expériences dispersent les communautés, mais renforcent aussi leur réseau d'échanges intellectuels et spirituels. L'histoire du judaïsme s'entrelace avec celle des autres civilisations environnantes, qu'elles soient égyptiennes, babyloniennes, perses ou hellénistiques. Chaque rencontre se traduit par un enrichissement réciproque, mais aussi par des tensions, notamment autour des pratiques religieuses et des revendications identitaires. Les textes bibliques reflètent souvent ces confrontations, témoignant des défis posés par la coexistence avec des cultures différentes. Par ailleurs, les périodes de souveraineté locale permettent une affirmation plus manifeste de l'identité juive, traduite par la construction de lieux de culte et l'institution de structures de pouvoir proprement juives. La période du Second Temple, qui s'étend sur plusieurs siècles, revêt une importance particulière dans le développement du judaïsme. Cette époque voit la reconstruction du Temple à Jérusalem et la consolidation des pratiques religieuses qui l'accompagnent. La centralisation du culte dans ce lieu sacré joue un rôle unificateur dans la vie religieuse. En même temps, les tensions internes apparaissent, liées à des interprétations diverses de la loi et à la pluralité des groupes religieux. Ces débats contribuent à la diversité doctrinale qui caractérise encore aujourd'hui le judaïsme, allant de tendances plus conservatrices à des approches plus libérales. Les différentes invasions et dominations successives affectent profondément les structures sociales et religieuses. Les conquêtes romaines, par exemple, induisent des modifications drastiques dans l'organisation politique et dans le rapport à la religion officielle. Les révoltes qui en résultent témoignent d'une volonté de préserver une identité propre face à une domination étrangère. L'annexion de territoires et la destruction partielle du temple engendrent des mutations majeures, donnant naissance à de nouvelles formes de pratiques religieuses, centrées davantage sur la lecture des textes et la prière, en dehors du cadre du temple. L'émergence des communautés juives dans la diaspora contribue à un double mouvement. D'une part, la conservation des traditions est essentielle pour maintenir la cohérence et la spécificité culturelle. D'autre part, l'adaptation aux contextes locaux impose une certaine souplesse dans les pratiques et les institutions. Ainsi, les synagogues deviennent des centres de vie communautaire, offrant un lieu de rassemblement et d'étude. Ces lieux facilitent la transmission du savoir et la célébration des fêtes religieuses, tout en renforçant le lien entre les membres dispersés. Ce modèle perdure dans différentes régions du monde, témoignant de la résilience de la tradition. Les textes rabbiniques prennent alors une importance grandissante, s'imposant comme guide à la fois spirituel et pratique. Ces écrits, regroupés dans des collections telles que le Talmud, représentent un moment clé dans la structuration du judaïsme post-templaire. Ils accomplissent une synthèse des diverses opinions et traditions,
tout en offrant des prescriptions. Ce travail intellectuel, exigeant et rigoureux, fédère les communautés et assure la pérennité des enseignements. Il inscrit le judaïsme dans une dynamique d'interprétation vivante, capable de répondre aux défis nouveaux rencontrés au fil de l'histoire. La vie quotidienne des communautés juives, à travers les âges, est ainsi marquée par un équilibre subtil entre continuité et changement. Les pratiques religieuses, les normes sociales et les structures communautaires évoluent en fonction des conditions historiques et géographiques. Cependant, elles conservent un certain noyau d'éléments fondamentaux qui garantissent la cohérence et la singularité du judaïsme. Cet équilibre témoigne d'une capacité d'adaptation remarquable, qui permet un maintien de l'identité dans des contextes parfois très différents. Le judaïsme occupe également une place significative dans la vie intellectuelle et culturelle des populations locales. Par ses textes, ses traditions et ses institutions, il influence les questionnements philosophiques et éthiques. Il contribue à façonner les valeurs et les pratiques tout en dialoguant avec d'autres courants religieux et culturels. Ce rôle dépasse souvent le simple cadre religieux pour toucher des dimensions plus larges de la société. Par conséquent, le judaïsme apparaît comme un vecteur essentiel de cohésion et de transmission de savoir sur plusieurs millénaires. Ainsi, le judaïsme, par son histoire complexe, illustre une relation entre mémoire et identité, entre foi et société. Son développement historique se déploie à travers des épreuves, des adaptations et des renouvellements qui lui confèrent sa spécificité. Cette continuité dans la diversité constitue l'un des traits majeurs de cette tradition vivante, inscrite dans un espace géographique et une temporalité témoignant d'une longue présence. Cette histoire prépare le terrain pour mieux comprendre les évolutions ultérieures de la région et les dynamiques qui continuent de façonner son présent. Ce parcours historique doucement conduit à envisager les transformations qui interviennent à l'époque moderne, marquées par de profonds bouleversements et par une reconfiguration des identités. La réflexion sur ces événements est l'objet du chapitre suivant, qui approfondira les mutations politiques, sociales et culturelles récentes dans la région. Nous y examinerons les conditions et les processus qui ont conduit à la situation contemporaine, éclairant ainsi l'héritage ancestral depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Les siècles obscurs et les diasporas. Les siècles obscurs qui suivirent les grandes épopées anciennes du territoire aujourd'hui nommé Israël furent marqués par de profondes transformations, tant sur le plan politique que culturel. Après la chute des royaumes antiques, la région connut une succession de conquêtes, de dominations étrangères et souvent des instabilités qui façonnèrent l'identité des populations locales. Ces temps troublés coïncidaient avec un début d'expansion de la communauté juive hors de ses terres d'origine. La diaspora, phénomène clé de cette période, permit à cette communauté de maintenir une continuité culturelle malgré la dispersion géographique. Le déplacement progressif des populations juives hors de la région palestinienne fut le résultat de plusieurs facteurs. Parmi eux, des conquêtes successives par les empires babyloniens, perses, grecs et romains eurent un impact majeur. L'exil babylonien fut l'un des premiers épisodes marquants, où une partie importante de la population fut déplacée en Mésopotamie au VIe siècle avant notre ère. Cette expérience d'exil marqua profondément la conscience collective, en réaffirmant les liens spirituels et culturels à la terre d'origine malgré la distance physique. La période qui suivit vit donc une coexistence entre ceux restés sur place et ceux dispersés dans diverses contrées. Les communautés diasporiques s'établirent en Égypte, en Grèce, en Mésopotamie et plus tard dans les vastes territoires de l'Empire romain. Chaque communauté développa ses propres structures sociales, religieuses et économiques adaptées aux contextes locaux. Toutefois, un fil rouge restait constant, la mémoire d'un passé commun, renforcé par des rites, des textes sacrés et la langue hébraïque encore vivante dans les milieux érudits. La langue joua un rôle déterminant dans cette cohésion à distance,
Alors que le quotidien se déroulait souvent dans des langues diverses, l'hébreu resta la langue de la liturgie et de l'écriture. Le Talmud, recueil fondamental de la loi et de la tradition orale juive, fut compilé durant cette période, principalement dans les académies de Babylone et de Palestine. Ce texte permit de diffuser un corpus solide de connaissances religieuses et juridiques à travers les différentes communautés dispersées. Ainsi, malgré la dispersion, une unité intellectuelle et spirituelle fut maintenue. Durant ces siècles, plusieurs épisodes tragiques jalonnèrent la vie de ces populations. 2 grandes révoltes contre la domination romaine au 1er et au 2e siècle après notre ère finirent par entraîner la destruction du Second Temple à Jérusalem et une nouvelle vague d'exil. Cette destruction fut un traumatisme dont l'écho perdura dans la tradition juive, consolidant d'autant plus la vocation à préserver la mémoire et la pratique religieuse. La réorganisation communautaire dans la diaspora prit alors plus d'ampleur, avec l'émergence d'assemblées locales, les synagogues, qui jouèrent un rôle central dans le maintien des liens. Parallèlement aux réalités politiques difficiles, la diaspora contribua au rayonnement culturel et intellectuel du judaïsme. Des centres de savoir se développèrent notamment à Alexandrie, en Égypte, où juifs et non-juifs participaient à des échanges intellectuels. Cette ville devint un creuset où la tradition hébraïque côtoyait la philosophie grecque, donnant naissance à des formes d'expression adaptées aux nouvelles réalités. De même, à Rome, des influences croisées purent se produire, même si la communauté juive y connut aussi des épisodes de persécution. La persistance de ce peuple, souvent réduit à la condition de minorité, témoigne d'une capacité remarquable à s'adapter sans perdre son identité. En effet, les diasporas juives ne furent pas de simples exils forcés, mais aussi des migrations volontaires, encouragées parfois par la quête d'opportunités commerciales ou intellectuelles. Cette mobilité permit le développement d'un réseau qui, à travers les échanges et les mariages, maintint vivantes les traditions ancestrales. La terre d'Israël restait présente dans les récits, les prières, et devait finalement devenir un but symbolique, un horizon commun. Des traditions telles que la célébration de fêtes religieuses perpétuèrent ce sentiment de continuité. Pessa, en rappel de la sortie d'Égypte, ou Yom Kippour, moment de repentance, était observé dans chaque communauté avec une ferveur renouvelée. Ces pratiques constituaient un pont entre le passé historique et le présent dispersé des populations. Par ailleurs, les textes et la liturgie ne cessaient de rappeler l'attachement à Sion, la terre ancestrale, supposée offrir un repos ultime et un retour à la plénitude. Les mouvements diasporiques apportèrent aussi une richesse nouvelle en termes de diversité culturelle. Les Juifs, vivant au sein d'autres sociétés, adoptèrent certains traits des cultures environnantes tout en conservant leurs particularités. Cette dualité fut une source d'enrichissement. Les écrits rabbiniques témoignent de cette ouverture, tout autant que d'une vigilance face à l'assimilation. On constate ainsi une dialectique entre adaptation et préservation, une tension permanente qui forgea l'identité juive dans cette période intermédiaire. Les communautés alimentaires, sociales et religieuses se structurèrent autour des synagogues, des écoles et des institutions communautaires. Ces structures permettaient l'éducation continue des jeunes générations, la résolution des conflits internes, la collecte de fonds pour aider les nécessiteux et l'organisation de la vie collective. Elles jouèrent un rôle de stabilisateur au sein de sociétés souvent hétérogènes, facilitant la transmission d'une mémoire vivante et commune. Comme témoignage historique, des archives montrent que ces institutions jouaient un rôle politique auprès des autorités locales. Un aspect important fut aussi la gestion des relations avec les pouvoirs en place. Les communautés juives durent souvent négocier leur statut, cherchant à obtenir une certaine autonomie tout en respectant la législation des empires dominants. Cette complexité imposa des adaptations et des compromis, mais aussi parfois des résistances pacifiques ou passives
qui furent enregistrées dans les chroniques de l'époque. À l'occasion, des persécutions violentes survenaient, renforçant la solidarité interne et la conscience d'une fragilité collective. La diaspora juive, dans son extension, établit aussi des liens commerciaux considérables. Des marchands juifs furent actifs sur plusieurs continents, facilitant la circulation des biens, des idées et des innovations. Ces réseaux économiques participèrent à la stabilité matérielle des communautés et à leur rayonnement. Ils permirent aussi l'introduction de savoir-faire spécifiques liés à l'artisanat, à la médecine ou à la philosophie, contribuant ainsi à une présence juive significative dans les sociétés où elle vivait. Les traces archéologiques et les documents historiques permettent aujourd'hui de retracer cette vie quotidienne riche et complexe. Des inscriptions, des manuscrits, des objets religieux ou utilitaires témoignent d'une continuité culturelle forte malgré les ruptures externes. Cette continuité a été centrale pour la survie d'un peuple qui a traversé les âges avec une attention particulière portée à la mémoire et à l'éducation. En somme, la période dite des siècles obscurs fut tout sauf une simple période de déclin. Elle représenta un moment clé de transition où la communauté juive développa des mécanismes de survie et d'affirmation qui préfigurèrent les étapes suivantes de son histoire. La diaspora, parfois perçue aujourd'hui comme une dispersion, fut en réalité un vecteur d'enracinement spirituel et culturel. Un espace où se prépara lentement le mouvement vers une renaissance ultérieure. Alors que les fondations culturelles et les réseaux communautaires s'étaient solidement établis dans ces années de turbulence, un lent processus de réinstallation et de reconquête du territoire ancestral commença à s'esquiner. C'est ce retour progressif à la terre qui ouvre la porte au développement plus moderne. Le Moyen Âge et la diversité culturelle. Le territoire que nous aujourd'hui appelons Israël a toujours été un carrefour d'influences diverses, surtout durant la période que l'on désigne comme le Moyen Âge. Cette époque se caractérise par une coexistence complexe entre plusieurs communautés religieuses et culturelles, façonnant un paysage social riche et nuancé. Sous l'égide des empires byzantins, islamiques puis des croisés, ces populations ont vécu en interdépendance, parfois dans des tensions, souvent dans des échanges culturels profonds. Les Byzantins, héritiers de l'Empire romain, retinrent cette région comme une partie précieuse de leur monde chrétien oriental. Leur administration imposa des structures religieuses et gouvernementales rigoureuses, dominant les chrétiens de rite grec, tout en cohabitant avec des communautés juives et samaritanes. Ces dernières conservaient leurs traditions ancestrales malgré des périodes de persécution intermittentes. La vie sociale se déroulait autour de centres religieux, où s'entremêlaient rites liturgiques, enseignements et débats théologiques, ce qui contribuait à la dynamique spirituelle du territoire. Avec l'arrivée des forces musulmanes au 7e siècle, la région connut une transformation majeure. L'instauration du califat entraîna l'introduction de l'islam comme religion dominante, tout en reconnaissant aux chrétiens et aux juifs le statut de dhimmis, citoyens protégés sous certaines conditions. Ce système permit la poursuite d'une certaine liberté religieuse et sociale, bien que régulée. Les villes comme Jérusalem, Nazareth et Hébron devinrent des foyers de tolérance relative, où les marchés révélaient un brassage culturel et linguistique incessant. Les croisades eurent un impact profond et paradoxal. Initiées à la fin du XIe siècle, ces campagnes militaires visaient à reprendre le contrôle des lieux saints sous autorité chrétienne occidentale. Sous les royaumes croisés, la société médiévale s'organisa autour d'une hiérarchie stricte, avec des seigneurs chrétiens en position dominante, mais aussi la persistance des populations juives et musulmanes, souvent dans des conditions difficiles. Toutefois, ces interactions forcées enrichirent aussi les échanges commerciaux et intellectuels, favorisant un métissage culturel dans les cités fortifiées et leurs environs. Dans ce contexte, la division religieuse allait souvent de pair
avec une collaboration économique. Les artisans et négociants juifs participaient activement aux réseaux commerciaux, reliant la Méditerranée au Moyen-Orient et même au-delà. De leur côté, les musulmans maintenaient des traditions agricoles et artisanales anciennes, tandis que les chrétiens importaient des techniques occidentales en matière d'architecture et d'administration. Cette synergie sur les plans matériels et spirituels rend la société médiévale particulièrement complexe. Les jalons de cette diversité s'expriment aussi dans les institutions urbaines. Jérusalem, par exemple, demeurait un lieu où coexistaient plusieurs autorités religieuses organisées selon des juridictions propres. Chaque communauté avait ses synodes ou conseils, responsables des affaires internes, tout en s'inscrivant dans un cadre légal commun, souvent imposé par les autorités dominantes. Ces arrangements administratifs obligeaient à une forme de dialogue constant, mécanisme indispensable pour limiter les conflits et maintenir un équilibre fragile. L'éducation et la transmission du savoir trouvèrent dans cette période un terrain fertile. Les écoles, monastères, madrasas et yeshivot devinrent des lieux d'apprentissage où se développèrent des savoirs philosophiques, théologiques et scientifiques. Traductions croisées d'œuvres grecques, arabes et hébraïques circulaient entre ces communautés, contribuant à une pensée médiévale riche en références multiples. Ce pluralisme intellectuel permit également le maintien d'un patrimoine culturel important, malgré les guerres et les tensions politiques. Le calendrier rituel et les fêtes religieuses étaient un autre reflet de cette diversité partagée. Juifs, chrétiens et musulmans célébrèrent leurs propres moments sacrés tout en observant des journées communes dédiées à la fête ou au deuil, où souvent les plaisirs et les solidarités transcendaient les barrières confessionnelles. Ces moments collectifs constituaient une trame sociale profonde, où se mêlaient symboles, coutumes et pratiques anciennes, préservant un sentiment d'appartenance multiple. Sur le plan économique, la région bénéficia de routes terrestres et maritimes stratégiques, reliant bien au-delà des frontières régionales. Le commerce permit l'importation d'épices, de textiles, de pierres précieuses et d'objets artisanaux. Cette prospérité relative, sans être uniforme, contribua à une certaine stabilité sociale. Elle impliqua aussi une nécessaire gestion des ressources et des flux humains, nécessitant coopération et instances de justice au-delà des différences communautaires. Les rapports entre communautés, loin d'être uniquement conflictuels, furent marqués par des alliances circonstancielles, des mariages mixtes limités et des pratiques d'entraide. Ces interactions humaines formaient une trame de relations complexes où cohabitaient méfiance et reconnaissance. La capacité d'adaptation fut essentielle pour la survie et le maintien de la paix relative dans un territoire soumis à de fréquentes mutations politiques. À cette époque, le rôle des grandes figures religieuses trouvait un écho important dans le quotidien. Clercs, rabbins et oulémas étaient respectés pour leur connaissance et leur autorité morale. Ils servirent de médiateurs et de conseillers, permettant d'apaiser parfois les tensions communautaires ou d'interpréter les lois selon les défis du moment. Leur influence dépassait souvent les frontières ethniques, soulignant ainsi le caractère interconnecté des sociétés médiévales en Israël. La coexistence en Israël au Moyen Âge n'était donc pas une simple juxtaposition de peuples, mais une dynamique sociale complexe. Elle intégrait diversité, rivalité, mais aussi échange mutuel, dans un équilibre précaire. Cette réalité construit un héritage multicouche qui influence encore aujourd'hui la perception historique et culturelle de la région. Par son histoire, cette terre témoigne de la richesse et de la difficulté des rencontres entre civilisations. Ce voyage dans le temps révèle que la diversité culturelle était non seulement présente, mais aussi structurante pour l'identité du territoire. Elle se manifestait dans chaque domaine de la vie, donnant naissance à un monde où les différences coexistaient et s'enrichissaient mutuellement malgré les contraintes du contexte politique. De cette époque,
nous pouvons retenir une leçon précieuse sur la complexité humaine et la capacité à vivre ensemble. Alors que se dessine cette mosaïque médiévale, il est naturel de tourner notre regard vers les transformations plus récentes, où de nouvelles dynamiques politiques et sociales viennent redéfinir les contours de cette région éternelle. Cette continuité et ce changement simultané préparent le terrain pour comprendre les évolutions suivantes, riches de leurs racines anciennes, la période ottomane et les changements sociaux. L'intégration du territoire qualifié aujourd'hui d'Israël dans l'Empire ottoman marque une période étendue d'environ 4 siècles, débutant au début du XVe siècle et s'achevant dans la première moitié du XXe siècle. Cette étape historique est caractérisée par une organisation administrative complexe, ainsi que par des transformations sociales et démographiques profondes, venant façonner la vie des habitants et la structure même des villes et des campagnes. L'Empire ottoman considérait cette région comme un espace stratégique, tant sur le plan religieux que commercial, ce qui influença grandement la manière dont il fut gouverné et développé. Au niveau administratif, le territoire fut divisé en plusieurs unités appelées sanjaks, dépendantes de provinces plus vastes nommées vilayets. Chaque sanjak était administré par un gouverneur nommé par le sultan, chargé de percevoir les impôts, d'assurer la sécurité et de superviser la justice. Cette organisation permit une certaine stabilité politique, même si des défis liés aux distances et aux particularismes locaux rendèrent parfois difficile l'application uniforme des décisions impériales. La présence ottomane s'accompagna également d'une coexistence relative entre différentes communautés religieuses, réglementée par le système des millets, qui accordait une autonomie judiciaire à chaque groupe. La vie quotidienne sous l'autorité ottomane offrait un mélange unique d'influences culturelles et pratiques traditionnelles. Les villes, notamment Jérusalem, Jaffa et Acre, se caractérisaient par leurs marchés animés, où se croisaient des commerçants venus de diverses régions de l'Empire et au-delà. L'économie locale reposait sur l'agriculture, l'artisanat et le commerce, favorisant une société agricole, mais également urbaine et cosmopolite. Le rythme de vie y était modéré, marqué par les célébrations religieuses propres à chaque confession, mais aussi par des saisons agricoles bien définies. Le travail manuel occupait une place centrale, tandis que les échanges intellectuels restaient souvent limités par les structures sociales et éducatives de l'époque. Durant cette longue période, l'évolution démographique fut significative. La population totale resta relativement stable pendant plusieurs siècles, oscillant au gré des famines, des épidémies et des conflits, mais augmenta graduellement à partir du XIXe siècle avec l'amélioration des conditions sanitaires et un afflux progressif d'immigrants. Ceux-ci, venus notamment d'Europe et d'autres parties de l'Empire, participèrent à la transformation du paysage humain, introduisant de nouvelles langues, coutumes et dynamiques sociales. Cette diversification démographique s'accompagna d'un accroissement des tensions intercommunautaires, tout en posant les bases des changements qui allaient marquer la région dans la période suivante. Les politiques impériales évoluèrent pour répondre aux nécessités administratives et aux pressions internes comme externes. Au cours du XIXe siècle, des réformes dites tanzimat furent mises en œuvre visant à moderniser l'Empire et renforcer son contrôle sur ses territoires lointains. Ces mesures impliquaient, entre autres, la centralisation de l'administration, la réforme de la propriété foncière et un effort accru pour intégrer les divers groupes sous un système bureaucratique plus uniforme. Toutefois, ces réformes rencontrèrent des résistances, notamment de la part des notables locaux et des communautés religieuses, qui voyaient dans ces changements une menace à leur autonomie traditionnelle. Par ailleurs, la place religieuse forte de la région imposa un régime de gestion particulier des lieux saints, principalement à Jérusalem, où cohabitaient des pèlerins et des habitants issus de différentes confessions.
L'Empire ottoman maintint un équilibre fragile entre ces communautés, souvent par des arrangements juridiques complexes et une stricte régulation des accès aux sites sacrés. Ce rôle protecteur sur les lieux saints renforça la position symbolique de la région dans l'Empire, qui y voyait une source de prestige et une justification de sa souveraineté. Cette gestion religieuse façonna aussi la coexistence sociale, imposant parfois des limites au développement d'un véritable vivre ensemble harmonieux. Dans le domaine économique, plusieurs facteurs influencèrent l'évolution des structures productives. L'agriculture resta la base essentielle, avec la culture d'oliviers, de céréales, de vignobles et de diverses plantes méditerranéennes. Les exploitations agricoles se présentaient souvent sous forme de petites propriétés familiales, mais on y trouvait aussi des domaines plus étendus appartenant à l'État ou à des notables. La pression fiscale, bien que variable, constituait un élément important de la charge pesant sur les producteurs, ce qui limitait parfois la possibilité d'investissement ou de modernisation. Le commerce, quant à lui, bénéficia de la position géographique stratégique du territoire, situé entre l'Orient et l'Occident. Les transformations sociales se manifestèrent aussi à travers les modes de vie et les structures familiales. La société ottomane de cette région présentait une diversité ethnique et religieuse notable, comprenant des musulmans sunnites, des chrétiens de différentes confessions et des communautés juives variées. Chacun de ces groupes conservait ses traditions, mais participait également à un réseau social commun important. L'organisation sociale reposait souvent sur des liens familiaux étroits, complétés par des relations d'entraide communautaires et un système de patronage parfois rigide. Cette complexité rendait la coexistence à la fois stable et fragile, prête à évoluer en fonction des bouleversements politiques et économiques extérieurs. Les infrastructures, quoique modestes comparées aux standards modernes, contribuèrent au développement du territoire. Les Ottomans investissaient dans les routes, les ports et les installations publiques, souvent afin de faciliter la circulation des armées et du commerce. L'urbanisation se développa progressivement, notamment dans les villes principales, où des quartiers spécifiques se constituaient pour accueillir les différentes populations. L'architecture reflétait une influence orientale mêlée à des adaptations locales, contribuant à créer un paysage urbain particulier, caractérisé par la présence de mosquées, d'églises et de synagogues proches les unes des autres. Tout au long de cette période, plusieurs crises marquèrent l'histoire régionale, telles que des conflits militaires liés aux rivalités impériales, des soulèvements locaux et des crises économiques accentuées par des catastrophes naturelles. Ces événements eurent des conséquences sur la démographie, provoquèrent des déplacements de population et modifièrent temporairement les équilibres du pouvoir. Néanmoins, la résistance des communautés et l'adaptation des structures impériales permirent de maintenir globalement la continuité de la présence ottomane et la stabilité relative du territoire. Enfin, l'héritage de cette période ottomane reste perceptible dans l'organisation politique, sociale et culturelle de la région. Les structures administratives, les modes de vie et la diversité des populations façonnèrent un cadre qui allait influencer les étapes suivantes de l'histoire locale. La transformation progressive des rapports entre les groupes, les modifications économiques ainsi que les aspirations renouvelées des habitants se préparaient à ouvrir la voie aux transformations majeures du XXe siècle, faisant de cette époque une étape fondatrice pour comprendre l'évolution de la région. Ainsi s'achève la réflexion sur l'intégration ottomane et les évolutions sociales qui y sont liées, préparant le terrain pour aborder la période suivante, marquée par des changements politiques profonds et des reconfigurations territoriales majeures. Les mouvements nationaux et la renaissance culturelle. À la fin du XIXe siècle, dans un contexte européen troublé par les changements politiques et sociaux, émergent des mouvements nationaux qui cherchent à redéfinir les identités culturelles. Parmi eux, le mouvement sioniste se distingue par son ambition de restaurer une présence juive autonome en terre d'Israël. Cette aspiration naît dans un climat où les communautés juives,
souvent victimes de persécutions et d'exil, cherchent à retrouver un ancrage solide, non seulement géographique, mais aussi culturel et linguistique. Le sionisme trouve ses racines dans une volonté commune de réaffirmation nationale, portée par des intellectuels et des leaders qui voient dans la renaissance de la vieille patrie une solution aux difficultés rencontrées par les Juifs en diaspora. Theodor Herzl, personnalité majeure de ce mouvement, joue un rôle clé en organisant des congrès internationaux et en proposant un cadre politique pour cette idée ambitieuse. Son travail s'accompagne d'un plaidoyer pour la reconnaissance diplomatique et la création d'institutions capables de faciliter le retour et la reconstruction. Ce mouvement, pourtant, ne se limite pas à une simple démarche politique. Il s'appuie aussi sur une volonté profonde de redonner vie à la langue hébraïque, longtemps reléguée au domaine liturgique et académique. La revitalisation de cette langue devient un symbole fort de renaissance culturelle. Des linguistes et des éducateurs se lancent dans la tâche complexe de moderniser l'hébreu, d'élargir son vocabulaire et de l'adapter à un usage quotidien. En parallèle, l'éducation joue un rôle fondamental, avec la création d'écoles et de publications visant à diffuser les savoirs et à nourrir un sentiment d'appartenance nationale. Au-delà de la langue, le mouvement sioniste œuvre également à la redécouverte et à la valorisation des traditions culturelles juives, souvent fragmentées après des siècles de dispersion. Les fêtes, les coutumes et les pratiques religieuses sont étudiées sous un angle qui mêle respect du passé et adaptation au présent. Cette démarche de réappropriation contribue à forger une identité collective cohérente, au sein de laquelle l'histoire ancienne trouve une résonance dans la vie quotidienne des populations qui choisissent de s'installer en Israël. L'importance de cette dynamique s'étend aussi à l'espace géographique, où les premières colonies agricoles voient le jour. Ces communautés pionnières incarnent l'idéal d'un peuple renouant avec la terre, dans une symbiose entre travail manuel, esprit communautaire et engagement idéologique. Elles constituent un terrain d'expérimentation sociale et économique, combinant techniques agricoles modernes et respect des traditions. Ces établissements sont aussi des lieux de formation pour les générations futures, appelés à perpétuer ce lien renouvelé avec la terre ancestrale. Le contexte international influence fortement les développements de ce mouvement. Les grandes puissances, parfois favorables, parfois opposées, jouent un rôle dans les négociations et les promesses faites aux populations concernées. L'Empire ottoman, souverain sur la région à cette époque, ainsi que les gouvernements européens, sont des interlocuteurs essentiels dans la mise en œuvre des projets sionistes, même si ceux-ci rencontrent régulièrement des obstacles liés aux jeux d'intérêt et aux tensions locales. Sur le plan culturel, la Renaissance hébraïque s'inscrit également dans une effervescence artistique et intellectuelle. Des écrivains, des poètes et des chercheurs, influencés par les courants européens, participent à l'élaboration d'une nouvelle identité littéraire. Cette modernisation passe par une réflexion sur les origines, la spiritualité et le futur du peuple juif. Les publications se multiplient, favorisant une diffusion large des idées et une prise de conscience collective. Par ailleurs, le mouvement sioniste n'ignore pas les dimensions sociales et humaines. Des initiatives sont mises en place pour améliorer les conditions de vie des populations juives, notamment à travers des associations caritatives, des institutions de santé et des programmes éducatifs. Cette approche holistique vise à construire une société équilibrée, où la dimension politique s'accompagne d'un souci du bien-être et du développement. Le tournant du XXe siècle apporte son lot de défis et d'avancées. La Première Guerre mondiale modifie les équilibres mondiaux et offre de nouvelles opportunités pour les ambitions sionistes. La déclaration Balfour, exprimant le soutien britannique à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, représente une étape cruciale. Toutefois, cette promesse est également source de tensions avec la population locale arabe, inaugurant une période complexe de relations entre communautés. La culture hébraïque
continue à se transformer dans ce contexte mouvant. Dans les villes comme Tel Aviv, fondée au début des années 1900, émerge une vie culturelle dynamique. Théâtre, écoles, revues littéraires et mouvements artistiques participent à la création d'un climat de créativité et d'optimisme. Ce développement urbain marque un passage de la période pionnière à une société en voie de modernisation, où la tradition se conjugue avec les aspirations contemporaines. Les efforts pour bâtir une infrastructure sociale et économique solide s'intensifient. Le mouvement ouvrier juif, engagé dans la construction de coopératives et de syndicats, joue un rôle central dans cette phase. Il porte une vision d'autonomie collective, fondée sur la justice sociale, la solidarité et l'éducation. Ces valeurs sont intégrées dans le projet national et contribuent à façonner les institutions qui verront le jour lors de la création de l'État d'Israël. Ainsi, les premiers pas du mouvement sioniste constituent une période riche en défis, en innovation et en espoir. L'équilibre entre continuité culturelle et adaptation aux réalités contemporaines est au cœur de cette transformation. Cette époque sera déterminante pour l'affirmation d'une communauté juive vivante, capable de s'adresser au monde avec ses propres voix et avec la force issue de ses racines renouvelées. La suite de ce récit nous conduira à examiner les événements historiques et les évolutions politiques qui, dans la première moitié du XXe siècle, ont pavé la voie à la création effective de l'État d'Israël, ainsi qu'aux défis immédiats auxquels ce nouvel État a dû faire face. La création de l'État moderne d'Israël. La terre d'Israël, située au carrefour de continents et de civilisations, porte une histoire ancienne d'une richesse exceptionnelle. Son importance dans les récits bibliques en fait un foyer de croyances et de cultures multiples, où chaque époque a laissé son empreinte. Après des millénaires de présence humaine, l'histoire du territoire a été marquée par des conquêtes, des exils et des retours. Cette continuité, mêlée à des ruptures profondes, crée un contexte complexe pour comprendre la formation de l'État moderne. Au cours du XIXe siècle, des profondes transformations ont secoué ce bassin méditerranéen. Le mouvement sioniste, apparu vers la fin du siècle, fut une réponse politique et culturelle à la persécution en Europe et à la volonté de renouer avec cette terre ancienne. Fondé sur l'idée d'un retour à la patrie historique, il a rassemblé intellectuels, pionniers et militants autour d'un projet national. La génération pionnière établit des kibbutzim et des villes, visant une coexistence difficile avec les populations arabes autochtones. Le contexte mondial des années 20 fut déterminant. Sous mandat britannique, le territoire fut placé sous administration internationale après la Première Guerre mondiale, suite à l'effondrement de l'Empire ottoman. Les politiques britanniques oscillèrent entre soutien au foyer national juif et garant des droits des autres communautés. Les tensions intercommunautaires grandirent, parfois accompagnées d'épisodes de violence. Ces événements préparèrent les conditions d'une revendication d'indépendance qui se renforça avec le temps. Dans la période d'après la Seconde Guerre mondiale, la question juive trouva une résonance mondiale d'une nouvelle ampleur. Les atrocités de l'Holocauste eurent un impact profond sur l'opinion internationale, fragilisant les positions anti-immigration et soutenant la cause d'une patrie juive. L'immigration massive causa des défis humanitaires et sociaux importants que les institutions juives locales s'efforcèrent de gérer avec des ressources limitées. La communauté juive du Mandat manifesta clairement son aspiration à un État souverain. Les négociations diplomatiques se multiplièrent, mais rencontrèrent de nombreuses difficultés. Le projet de partage proposé par les Nations Unies en 1947 souleva des oppositions multiples, tant au niveau régional qu'international. Ce découpage tenta de concilier des revendications concurrentes, mais son acceptation demeura partielle. Après le retrait britannique officiel, la proclamation de l'État d'Israël eut lieu en 5704, un événement bouleversant le paysage géopolitique du Moyen-Orient.
Les premiers mois de l'indépendance furent marqués par des conflits armés intenses. La guerre voit l'intervention de plusieurs États arabes voisins, soucieux de contester cette nouvelle réalité politique. Malgré les conditions adverses, les forces israéliennes réussirent à défendre le territoire déclaré, consolidant ainsi la naissance de l'État. Sur le plan interne, la société se transforma rapidement, intégrant des vagues d'immigrants venus des 4 coins du monde. Le développement des infrastructures et des institutions prit une place centrale. Durant cette période fondatrice, la coexistence entre les différentes communautés demeura un sujet délicat. Les questions territoriales, culturelles et économiques générèrent des débats et des tensions permanentes. Les autorités israéliennes entreprirent des réformes visant à établir un système politique démocratique tout en gérant la complexité d'un territoire historiquement disputé. L'éducation, la sécurité et l'économie furent alors des priorités pour assurer la pérennité de l'État naissant. L'aide internationale joua également un rôle crucial. Plusieurs pays apportèrent un soutien matériel et moral sous des formes variées. La diaspora juive fut particulièrement active, soutenant les efforts de construction nationale et le secours aux réfugiés. Dans ce contexte, Israël commença à tisser des relations diplomatiques afin d'assurer sa reconnaissance à l'échelle globale. Le positionnement géopolitique dans la région imposa cependant de nombreux défis stratégiques et politiques. L'évolution économique de cette jeune nation fut caractérisée par un effort constant d'adaptation. L'agriculture, traditionnellement base de l'économie locale, fut modernisée grâce à l'innovation et à la technologie. Parallèlement, l'industrialisation et le développement urbain se multiplièrent, répondant aux besoins d'une population croissante. Les autorités mirent en place des politiques pour favoriser l'intégration sociale et économique des nouveaux arrivants, renforçant ainsi la cohésion nationale. La mémoire collective construite à cette époque puise dans une double source: le passé ancien du territoire et l'expérience récente du conflit et de la réinvention nationale. Des institutions culturelles et historiques furent créées afin de préserver cette histoire polyphonique. L'enseignement de ces événements, ainsi que la reconnaissance des différentes identités, contribuent à forger une conscience collective qui perdure aujourd'hui. La narration de cette période révèle un équilibre fragile entre continuité et changement. Ce processus de création d'un État moderne sur une terre chargée d'histoire ne se limita pas à un simple acte politique. Il s'agissait d'un parcours complexe impliquant des dimensions humaines, sociales et culturelles variées. Le récit historique met en lumière la diversité des acteurs impliqués, leurs aspirations divergentes et leurs compromis parfois difficiles. Comprendre cette dynamique est essentiel pour appréhender la situation actuelle et les enjeux futurs du territoire. Dans le prolongement de ses premiers pas, le développement d'Israël connut d'autres phases de croissance et de confrontation. Les années qui suivirent la création firent place à des transformations majeures dans tous les domaines. Le dialogue entre le passé ancien et les réalités contemporaines resta au cœur des préoccupations nationales, influençant la politique intérieure et les relations internationales. Ainsi, l'histoire d'Israël apparaît comme un exemple unique de résilience et d'adaptation. Cette narration factuelle montre que la naissance de l'État d'Israël s'inscrit dans un cadre historique mondial marqué par des enjeux multiples. L'analyse des débats politiques, des contextes sociaux et des défis stratégiques permet d'apprécier la complexité de cette création. Elle rappelle également l'importance de la mémoire et du respect des différentes traditions présentes sur ce territoire. À travers ce récit, il est possible d'aborder la suite, d'explorer les étapes suivantes de cette trajectoire nationale. Israël aujourd'hui, un carrefour historique et contemporain, Israël, occupe une place unique au carrefour de l'histoire ancienne et de la modernité contemporaine. Aujourd'hui, ce pays, certes petit par sa superficie, témoigne d'une richesse culturelle, sociale et politique résultant d'un passé plurimillénaire,
mais aussi d'un développement et d'une innovation remarquables. Son territoire, qui a vu se succéder 5000 ans de civilisation, est désormais une scène où convergent tradition et avant-garde dans un équilibre toujours en renouvellement. Sur le plan politique, Israël se caractérise par un système parlementaire dynamique qui reflète la diversité de sa population. Les institutions démocratiques permettent un débat constant autour des enjeux nationaux et internationaux. Le cadre juridique assure une stabilité relative malgré les tensions régionales persistantes. L'importance stratégique d'Israël dans le Moyen-Orient en fait un acteur majeur des relations géopolitiques, tout en restant une terre où les aspirations multiples cherchent constamment à coexister. Socialement, le pays est un carrefour exceptionnel de cultures résultant des différentes vagues d'immigration qui ont façonné son tissu démographique. Juifs originaires d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, mais aussi communautés arabes, druzes et bédouines, composent une mosaïque humaine. Cette diversité se manifeste dans les langues, coutumes, pratiques religieuses et modes de vie qui se côtoient dans l'espace quotidien, apportant une complexité souvent riche, parfois conflictuelle, mais toujours porteuse de dynamisme. La culture israélienne contemporaine témoigne d'un dialogue constant entre héritage historique et innovation artistique. Les musées, festivals, théâtres et manifestations littéraires sont à la fois des vecteurs de mémoire et des laboratoires d'expression nouvelle. L'héritage judéo-chrétien, ainsi que l'influence des traditions arabes, stimulent un dialogue interculturel qui se déploie aussi bien dans la musique que dans le cinéma ou la peinture, créant une identité nationale multidimensionnelle. Le développement scientifique et technologique, soutien fondamental de la prospérité économique du pays, s'exprime dans des secteurs clés tels que la haute technologie, la médecine, l'agriculture durable et l'énergie. Ce petit État est reconnu comme une Startup Nation, révélant un écosystème entrepreneurial dynamique qui attire des talents du monde entier. Cette innovation s'inscrit dans un effort de transformation du territoire, avec une attention croissante portée à la gestion des ressources naturelles et à la préservation de l'environnement. Dans le domaine religieux, Israël demeure une terre symbolique pour plusieurs grandes confessions. Les sites sacrés de Jérusalem, Hébron, Nazareth et d'autres lieux saints continuent d'attirer pèlerins et visiteurs, nourrissant un dialogue souvent délicat entre les différentes traditions. Le respect des lieux, combiné à la gestion de leur accès, illustre la complexité d'un territoire où le sacré se conjugue avec les exigences d'un État moderne. L'économie israélienne repose sur un mélange équilibré entre agriculture moderne, industrie, services et haute technologie. Cette diversification permet une résilience face aux chocs mondiaux. De même, la politique d'intégration sociale, bien que perfectible, vise à réduire les inégalités entre régions et communautés, en privilégiant l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Le tourisme joue un rôle non négligeable dans cette économie, Israël attirant des visiteurs par ses sites architecturaux, historiques et naturels. L'évolution urbaine reflète également cet équilibre entre passé et présent. Des villes comme Tel Aviv, Haïfa ou Jérusalem montrent une architecture contemporaine mêlée à des quartiers anciens, témoins de l'histoire. Le défi de la planification urbaine consiste à conserver l'héritage patrimonial tout en répondant aux besoins modernes, notamment l'augmentation démographique et la demande en infrastructures. Ces villes incarnent la vivacité d'une société qui allie tradition, vie active et innovation. Sur le plan éducatif, Israël investit considérablement dans la formation technique et universitaire. La recherche s'y développe dans de nombreux domaines, allant des sciences naturelles à la philosophie. Les universités jouent un rôle clé dans la formation des élites politiques, économiques et culturelles. Parallèlement, des initiatives favorisent la diffusion du savoir dans toutes les couches de la société.
s'efforçant ainsi de réduire les écarts sociaux et de promouvoir la cohésion nationale dans un contexte pluraliste. La situation régionale demeure un élément fondamental qui influence tous les aspects de la vie en Israël. La coexistence avec les populations voisines et les nombreuses négociations diplomatiques témoignent d'une volonté de paix, malgré les difficultés historiques. Les accords passés avec certains pays voisins marquent des avancées tout en soulignant la fragilité de la stabilité. Cette réalité impose une vigilance constante, mais aussi une ouverture vers des solutions inclusives visant à garantir un avenir commun durable. L'identité israélienne contemporaine se construit autour de cette complexité historique, sociale et politique. Elle conjugue des éléments issus d'une tradition ancienne, avec les défis et les possibilités du XXIe siècle. La jeunesse, souvent très engagée, incarne cette tension entre héritage et modernité, faisant preuve d'une créativité qui enrichit tous les secteurs de la société. Leur rôle dans la transformation du pays reste crucial pour la définition des orientations futures. Israël se distingue par sa capacité à préserver sa mémoire collective tout en s'adaptant aux exigences d'un monde globalisé. Les institutions culturelles jouent un rôle essentiel dans la transmission des valeurs historiques indispensables à la cohésion sociale. En même temps, la pluralité des expressions artistiques et intellectuelles reflète la vitalité démocratique et la diversité des voix qui composent la nation. Enfin, le pays continue d'attirer l'attention internationale non seulement pour ses avancées scientifiques ou sa politique régionale, mais aussi pour sa position symbolique dans l'histoire des idées, des religions et des civilisations. Ce rôle unique confère à Israël une responsabilité et une visibilité qui dépassent les frontières, encourageant un dialogue culturel et diplomatique indispensable à la compréhension mutuelle dans un monde en mutation rapide. Cette description équilibrée de la situation actuelle en Israël permet de comprendre comment le passé ancien dialogue avec le présent. Tandis que s'achève cet aperçu, l'attention peut alors se tourner vers les perspectives d'avenir et les défis qui se profilent à l'horizon.